Un organisme génétiquement modifié, ou OGM, est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par intervention humaine. Ce sont donc des organismes qu'on a modifiés en introduisant un ou des gènes qui ne lui appartenaient pas au départ dans le but de forcer un caractère à s'exprimer, comme la résistance au froid, à la moisissure ou la durée de vie d'un produit maraîcher sur les tablettes. La barrière des espèces est franchie lorsqu'on introduit par exemple dans une fraise un gène de poisson de l'Arctique la rendant apte à tolérer le gel. Le plus souvent, les manœuvres sont moins flamboyantes et la plupart des OGM sur le marché se divisent en deux grandes catégories d'objectifs visés. Ceux qui ont été modifiés pour résister à un herbicide et ceux qui produisent leur propre insecticide. Les firmes de biotechnologie, dont celle qui détient la plus importante part du marché, la multinationale Monsanto, créent des gammes de produits qui s'utilisent ensemble, tel un herbicide et les graines OGM qui y résistent. Pour l'instant, il est interdit de commercialiser des animaux génétiquement modifiés, mais ça pourrait changer avec l'arrivée du saumon OGM. La manière elle-même dont on introduit un gène dans une cellule a aussi de quoi inquiéter, car on doit abîmer la membrane de la cellule pour la pénétrer et on a très peu de contrôle sur l'endroit où sera inséré le nouveau gène. La manière dont le nouveau gène s'exprimera et dont les gènes originaux de la cellule réagiront sont tout aussi imprévisibles. Il y a une grande part de roulette russe dans la création d'OGM et c'est loin d'être une science aussi précise que les firmes de biotechnologie nous le laissent entendre. On nous vend l'idée de cultures améliorées qui vont demander moins d'eau, moins de pesticides, moins de labeur humaine. L'intention pourrait sembler bonne, mais cette approche découle d'une philosophie qui ne voit pas de limite à notre potentiel de contrôler le vivant pour satisfaire les besoins humains et qui, pour l'instant, est loin d'avoir rempli ses promesses. Une approche qui n'a aucun problème avec la marchandisation du vivant et la quête du profit, les firmes étant toutes privées. Et vous, on vous a demandé si on pouvait mettre ça dans votre nourriture? Les OGM sont apparus dans nos champs et au même moment dans nos assiettes à partir de 1996. Pas assez d'études indépendantes n'ont été faites avant leur approbation par Santé Canada, les études existantes ayant été fournies par l'industrie elle-même. Une mise en marché rapide s'ensuivit et il a été jusqu'à aujourd'hui très difficile pour des laboratoires indépendants de faire des études sur l'innocuité des OGM. Monsanto a souvent réussi à faire limiter les tests sur ses produits, armé de ses droits sur la propriété intellectuelle de ses créations. En laboratoire, les tests d'innocuité sur les animaux, fournis par l'industrie elle-même, s'étendent seulement sur une période de 90 jours. L'étude indépendante du Dr Gilles-Éric Seralini s'étend quant à elle sur 2 ans et démontre que des rats nourris pendant 2 ans avec du maïs OGM, que des Canadiens consomment également sans le savoir, présentent un taux de mortalité de 2 à 3 fois supérieur aux résultats enregistrés dans le groupe témoin. Le sexe des individus affecte aussi fortement les symptômes et les types de maladies dont ils souffreront. Chez les femelles, les tumeurs des glandes mammaires et les problèmes de glandes thyroïdes sont les pathologies les plus fréquentes. L'hypophyse a un grand impact sur la balance des hormones sexuelles et donc sur la reproduction. Au bas mot, 50 à 80% des femelles nourries avec des OGM affichaient des maladies graves. Chez les mâles, les problèmes de congestion et de nécrose du foie sont pour leur part les plus prédominants. On retrouve chez les deux sexes des problèmes marqués et sévères au niveau des reins, les problèmes rénaux totalisant à eux seuls 76% des symptômes de maladies enregistrés. De connivence avec Santé Canada, l'industrie des biotechnologies, représentée en grande partie par Monsanto qui en détient le monopole, s'appuie sur le principe d'équivalence en substance pour juger que les OGM ne seraient pas fondamentalement différents des aliments non OGM. Si un aliment ou un composé alimentaire génétiquement modifié est essentiellement semblable à un aliment ou à un composé alimentaire non génétiquement modifié existant, il peut être évalué de la même manière que son homologue en ce qui concerne la sécurité. Ils n'ont pas tout à fait tort, mais tout est une question d'à quel niveau on désire regarder un produit alimentaire. Techniquement parlant, c'est vrai qu'un produit OGM est grossièrement, au niveau nutritionnel, un assemblage de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines et de minéraux, comme n'importe quel autre aliment. Mais en se limitant à ce niveau, on néglige de se préoccuper de la question à un niveau plus petit, niveau auquel d'ailleurs les nutriments sont absorbés et utilisés par notre organisme. Plusieurs des inquiétudes se fondent sur le fait que les OGM codent pour des protéines différentes et nouvelles pour notre organisme et que les protéines dans notre corps, elles, codent ensuite pour nos hormones, qui, elles, sont en retour responsables de nos fonctions métaboliques. Commencez-vous à percevoir à quel point ces technologies peuvent être invasives pour notre corps? On sait par exemple que les allergies alimentaires sont provoquées par des protéines auxquelles notre organisme réagit de manière exacerbée et non justifiée. La consommation de ces nouvelles protéines OGM contribuerait à sensibiliser les gens et pourrait être responsable de la montée importante des cas d'allergie alimentaire. Le gène de bactéries responsable de produire l'insecticide dans les plantes BT agit en perçant l'estomac des insectes qui les mangent. C'est pas banal, d'autant plus que ce gène continuerait de s'exprimer et de produire sa toxine dans nos intestins après ingestion, nous sensibilisant grandement et provoquant des réactions inflammatoires du système gastro-intestinal.
Ça contribuerait aussi à rendre la paroi de notre intestin plus imperméable et donc moins capable d'absorber les nutriments. Les cas d'animaux de pâturage ayant souffert de fortes diarrhées pouvant entraîner la mort ne sont pas rares en Inde où il est coutume d'amener les bêtes brouter ce qui reste dans les champs de coton bêtés après la cueillette. Serait-ce une coïncidence que les cas de maladies gastro-intestinales soient aussi en hausse chez les humains? Les aliments OGM sont aussi soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens non négligeables. Le système endocrinien régule à peu près tout dans notre organisme. Le métabolisme, la croissance et le développement, le sommeil, l'humeur. La consommation d'OGM pourrait nuire au développement hormonal et au métabolisme de ceux qui les mangent, d'autant plus par l'usage combiné des pesticides spécifiques que leur culture commande. L'usage du Roundup, l'herbicide non sélectif vedette de Monsanto, affecterait aussi la division cellulaire, un processus important tant dans la reproduction que dans la prolifération des cellules cancéreuses dans notre organisme. Ce qui nous amène au glyphosate, l'ingrédient principal du Roundup, connu pour être écotoxique et qui nous inquiète maintenant pour la manière insoupçonnée dont il réagirait avec ses adjuvants, soit les autres produits qui composent sa formulation. Il affecterait aussi entre autres notre capacité à absorber les nutriments en s'attachant aux minéraux et aux oligo-aliments dans notre organisme. Ce produit est massivement aspergé sur les plantes qui produisent notre nourriture. La popularité du Roundup vient du fait qu'il est possible de semer ou de planter dans une zone désherbée au Roundup sans délai d'attente. Depuis sa mise en marché, toute une gamme de semences dites Roundup Ready ont été développées pour aller de pair avec cet herbicide. Coton, maïs, soya. Le Roundup est un herbicide dit total. Ça veut dire qu'il tue toutes les plantes sans discernement. Les graines Roundup Ready sont des semences génétiquement modifiées pour résister au Roundup. Déjà depuis des poursuites datant de 2007, il n'est plus possible pour Monsanto d'indiquer que le Roundup est un produit biodégradable et sans risque pour l'environnement sur ses étiquettes. Au niveau environnemental, la fabrication de cet herbicide requiert des composés issus de la transformation du pétrole. Son usage est dangereux pour la santé des fermiers et leurs familles et mènerait à des risques accrus de cancer qui ne se manifesteront souvent que 30 à 40 ans plus tard. Il est présent dans les sols et dans les cours d'eau des régions agricoles en taux alarmants. Monsanto, c'est aussi la compagnie responsable du défoliant Agent Orange extrêmement toxique utilisé à outrance durant la guerre du Vietnam et du DDT dont l'usage en agriculture est maintenant banni. Monsanto, c'était d'abord et avant tout une compagnie de produits chimiques, bien avant de se lancer dans les biotechnologies. Au niveau environnemental, il y a lieu d'être préoccupé par la perte de biodiversité au profit des monocultures OGM qui rendent les plantes inaptes à se défendre si une épidémie venait à frapper une espèce dont la génétique serait trop homogène. Notre approvisionnement en nourriture pourrait alors être sérieusement compromis. Si un individu dans une culture trop génétiquement homogène souffre d'une maladie contagieuse, les autres individus n'auront ni plus ni moins de chances que ce dernier de se défendre contre la maladie et elle pourrait se répandre d'un champ homogène à un autre sans grande difficulté. N'oubliez pas que les champs ne bougent pas, mais que les insectes, eux, se promènent. Les risques non négligeables de pollution génétique des champs avoisinants, tout comme l'apparition de mauvaises herbes invasives résistantes au Roundup et de super insectes résistants sont au menu avec ce type d'agriculture intensive. L'appauvrissement et la saturation des sols par les pratiques de monoculture est mesurable, tout comme la disparition des abeilles qui a une portée économique et environnementale déjà énorme. On ne peut pas vivre sans les abeilles qui font la pollinisation. Les études soupçonnent de plus en plus les OGM à propriété insecticide d'être toxiques pour le cerveau des abeilles. Tout ça est fort bien documenté et je vous invite à vous y intéresser. Vous en conviendrez qu'il est justifié que tout ça soulève chez les observateurs des préoccupations tant pour la santé humaine que pour les risques environnementaux, sans compter les problèmes éthiques liés au monopole des semences qu'a su imposer la firme Monsanto. Citons notamment le cercle vicieux de dépendance économique qu'incite Monsanto qui détient 91% des semences transgéniques dans le monde et ne permettent pas aux cultivateurs de replanter ces graines l'année suivante, les obligeant à racheter d'eux année après année. Ceci va bien sûr à l'encontre de l'autonomie des cultivateurs que l'on devrait chercher à encourager, et de comment l'agriculture est faite depuis que le monde est monde. Ces graines transgéniques étant très tenaces, il n'est pas rare qu'elles repoussent d'elles-mêmes l'année suivante, pouvant déranger le processus de rotation des cultures dans un champ où l'on déciderait de planter du soya cette année, mais dans lequel le maïs OGM de l'an passé ferait intrusion. La compagnie Monsanto n'hésite pas non plus à traîner en cours les fermiers pour ces contaminations involontaires de leurs champs, ce qui a donné lieu à de sérieuses poursuites délirantes. Monsanto les accusera d'avoir replanté des graines qui sont leur propriété intellectuelle. Ce qui nous amène à un autre enjeu important au sujet des OGM, qui est la question de la propriété intellectuelle du vivant. Sommes-nous en droit de permettre de breveter le vivant?
Il y a un réel paradoxe entre les arguments des firmes de biotechnologie comme Monsanto, qui disent vouloir contribuer à la sécurité alimentaire et à stopper la famine dans le monde, quand pourtant plus de 80% des aliments OGM servent en fait à nourrir le bétail, qui lui se retrouve dans nos burgers et nos assiettes de pays occidentaux. On est loin d'être en train de nourrir les pays défavorisés. Après 15 ans de culture intensive d'OGM, les promesses faites aux fermiers partout dans le monde de voir accroître tangiblement et durablement leur production, de devoir utiliser moins de pesticides et de s'enrichir se sont toutes avérées vaines. Je vous invite à faire une recherche sur la situation des producteurs de coton BT en Inde pour en être convaincu. En ce moment, le Canada préfère ne faire aucune distinction entre les aliments issus de l'agriculture dite classique et celle des cultures OGM. Nous pensons que c'est une grande erreur. Nous demandons à ce que le principe de précaution soit appliqué. Les OGM sont déjà présents dans environ 70% des produits transformés dans nos épiceries, particulièrement dans le maïs, le soya, le canola, la betterave à sucre et leurs produits dérivés. Nous pensons que les gens ont le droit de pouvoir faire un choix éclairé et en accord avec leurs valeurs. C'est pour toutes ces raisons que nous demandons l'étiquetage obligatoire des OGM, à l'instar de plus d'une quarantaine de pays qui l'ont déjà rendu obligatoire. Une récente étude russe nous presse de nous alarmer sur l'impact qu'auraient les OGM sur la fécondité, ayant obtenu des résultats effrayants avec des hamsters rendus stériles à la 3e génération de consommation d'aliments OGM. Je perçois souvent chez les gens un cynisme épouvantable quand je leur parle de l'importance d'acheter bio, comme si les gens semblaient complètement oublier que le modèle d'agriculture intensive moderne est justement, tel que son nom l'indique, une invention moderne. La révolution verte de la fin des années 60 a atteint sa limite. Les écosystèmes sont en constant état de résilience. Les pesticides, les engrais chimiques, l'usage d'antibiotiques à titre préventif pour les animaux d'élevage, les conditions même dans lesquelles les animaux sont gardés, dans des espaces étroits et stressants, sans pâturage et sans répit, particulièrement pour les femelles gestantes, les hormones de croissance qui sont encore utilisées dans certains pays, c'est tout le modèle que le retour à l'agriculture biologique dénonce. Le bio est en réponse à toutes ces déviances, à tout ce qu'on a perdu et oublié en cours de route, dont un peu de notre humanité. Les solutions existent, elles sont présentes et ça marche. Les gens bougent partout et s'activent. Regardez par exemple du côté de la proposition de politique agricole d'Union paysanne et du côté du Non-GMO Project aussi. Cherchez comment vous rallier à un réseau d'achat de paniers hebdomadaires provenant de fermiers locaux ou trouver les espaces de jardins communautaires en zone urbaine. Entre-temps, il nous reste pour se protéger en tant que consommateurs d'exiger l'étiquetage obligatoire des OGM. Il faut pousser le gouvernement à respecter le principe de précaution et à ne pas aller de l'avant avec les nouvelles biotechnologies tant que nous n'avons pas suffisamment de tests indépendants de longue durée pour assurer une nourriture sans danger pour la population. Il faut continuer de favoriser les changements de mentalité tant chez les agriculteurs que chez les consommateurs. Nous devons nous motiver et mousser la volonté politique de parvenir à un changement, parce que la politique, d'abord et avant tout, c'est nous. Merci de votre attention.